proviseur. Bon, ça va bien. Madame le proviseur, chers Amopaliens et amis de la MOPA, je me dois tout d'abord d'exprimer mes plus vifs remerciements à Madame Stéphanie Mota-Garcia, proviseure de ce magnifique lycée Henri IV qui nous permet de nous réunir aujourd'hui dans cette bibliothèque des Génovéfins. Cet ordre de chanoines réguliers de Saint-Augustin, créé en 1621 par le cardinal de la Rochefoucauld, tenait son siège dans l'abbaye de Sainte-Geneviève, dont les bâtiments conventuels constituent aujourd'hui le plus célèbre des lycées français, avec Louis le Grand, bien sûr, son voisin et ami, même si l'un d'entre vous dans la salle, ancien de Louis le Grand, me disait qu'on ne donnait pas le nom de l'autre, mais tout le monde avait compris. Nous sommes aussi infiniment reconnaissants au général François Lecointre, grand chancelier de la Légion d'honneur, pour avoir accepté de nous donner cette conférence qui inaugure le cycle 2024-2025 des conférences nationales de la MOPA. Grand chancelier de la Légion d'honneur, vous exercez la gouvernance de la Légion d'honneur, de la médaille militaire, de l'Ordre national du mérite et de la médaille nationale de la reconnaissance aux victimes du terrorisme. Vous veillez à la cohérence du système français des décorations, mais vous êtes aussi des nôtres, puisque vous êtes commandeur dans l'Ordre des Palmes académiques. Dans le contexte géopolitique et géostratégique actuel, vous êtes, général, une voix éminemment reconnue, respectée et admirée comme ancien chef d'état-major des armées, SEMA, comme disent les militaires, comme officier au service de la France et des institutions internationales, comme en Yougoslavie et au Rwanda. Cette expérience de toute une vie militaire et personnelle, vous venez de l'exposer avec profondeur dans votre tout récent ouvrage « Entre-guerres », qui remporte un très vif succès. Nous avons hâte, Monsieur le Grand Chancelier, de vous entendre traiter de la singularité militaire. Exactement la même taille, je vais essayer de trouver le moyen de... Je vous remercie, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis des vôtres, non seulement parce que je suis commandeur des Palmes académiques, mais parce que d'une certaine façon, j'ai une relation forte avec les enseignants et la communauté éducative. Je vois ici au moins un professeur que je reconnais ou deux, ou trois de nos maisons d'éducation de Saint-Denis et des Loges, voilà, qui sont, comme vous le savez sans doute, des maisons qui ont été créées par l'empereur et qui accueillent des jeunes filles qui sont descendantes, filles, petites filles, arrière-petites filles, de décorés de la nation. Et donc ces deux maisons d'éducation qui accueillent environ 1 millier d'élèves de la 6e à la terminale et ensuite classe préparatoire, littéraire et puis un BTS de commerce international. Je découvre donc les joies, objectivement assez singulières d'ailleurs, de la relation avec la communauté éducative d'un grand lycée, avec le corps enseignant. Et je vous avoue que c'est pas un heurt de culture, ce serait excessif de dire ça. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le militaire que j'ai été toute ma vie est parfois un peu surpris par la relation que vous tous, qui avez été professeurs, avez avec l'autorité, c'est très très étonnant pour moi. On pourra en reparler d'ailleurs, parce que l'autorité c'est très intéressant, et que dans les armées on a une pratique de l'autorité qui est à l'exact opposé de la caricature qu'on en a généralement, que s'en font souvent d'ailleurs les professeurs, qui peut parfois provoquer non plus de l'antimilitarisme, qui aujourd'hui n'est plus de mise dans la communauté des enseignants, mais au moins une forme de militarophobie qui n'est pas de mise, puisqu'en réalité, si vous acceptez de m'entendre, vous verrez que les armées sont une chose admirable et qu'il n'y a pas lieu ni d'en avoir peur, ni de les rejeter, et au contraire, il faut mesurer toute leur place dans la nation. Voilà. Je remercie Madame la Présidente d'avoir organisé cette rencontre avec vous. Et j'ai souhaité pouvoir vous parler d'un sujet qui me paraît important, et qui me paraît important à une époque qui est la nôtre, du retour de la guerre,
et où tous nos concitoyens, brutalement, se réveillent, une sorte de long rêve qui a duré au moins une cinquantaine d'années, de long rêve qui leur a fait penser, croire, ou une quarantaine d'années, que la guerre était définitivement terminée, que plus jamais nous n'aurions à nous y confronter, à la penser, à la réfléchir, et qu'en fait cette activité guerrière ou conflictuelle était en réalité quelque chose de définitivement obsolète, de barbare, et que nous avions, nous Européens, atteint un stade de sagesse, d'évolution civilisationnelle suffisamment élevé pour pouvoir nous exonérer définitivement de cette horreur-là. C'est ce que je dis au début de ce livre que j'ai écrit et que vous avez évoqué, Madame la Présidente. Cette naïveté était aussi une forme d'arrogance. C'est-à-dire que nous avions tellement le sentiment de notre supériorité, et nous étions, nous, Européens, tellement fiers de cette prise de conscience que nous avions faite après avoir risqué de disparaître, après la double tentative de suicide qu'ont représenté les deux guerres mondiales, qu'en réalité nous étions en train d'inventer un mode de construction d'un objet politique nouveau, fondé sur la recherche de la paix, qui était l'Union européenne. Et nous étions tellement persuadés que cette vision, cette idée était positivement géniale et encore une fois la marque d'un surcroît de civilisation, que nous pensions que le reste du monde allait nous regarder avec ébahissement et en nous disant « Mon Dieu, comme vous êtes fort, et mon Dieu, nous allons vous suivre et vous imiter dans la démarche que vous suivez ». Sans mesurer en réalité que le reste du monde était en guerre, et que la guerre n'a jamais cessé en réalité, que c'est une constance malheureusement des relations entre les hommes, et que par ailleurs, nous ne faisions pas la guerre, mais nous imposions au reste du monde une domination qui leur était extrêmement pénible. Une domination par l'économie, une domination par la règle de droit, une domination par les sciences et les techniques, une domination par la capacité à maîtriser la norme et à imposer une norme unique au monde entier. Et que donc cette domination, ajoutée à la naïveté qui était la nôtre, faisait qu'en réalité tout le monde ressentait ça comme une forme d'arrogance. Et donc ce que je souhaite faire aujourd'hui, c'est un peu ce que je souhaite faire quand j'ai écrit mon livre, c'est réexpliquer ce qu'est et ce que peut être l'apport de la militarité dans la culture d'une grande nation comme la nôtre. Ce que peut apporter, ce qu'apporte l'institution militaire au sein d'une société comme la société française. En quoi la singularité de cette institution, qui doit être respectée absolument, non pas l'institution, mais la singularité, j'y reviendrai, est absolument centrale dans la compréhension de ce qu'est notre culture nationale, qui est une chose complètement ignorée par la plupart des gens. Et j'y reviendrai sans doute, mais aujourd'hui, on ne peut pas comprendre ce qu'est la Ve République, on ne peut pas comprendre ce qu'est la place du président de la République dans les institutions de la France, si on ne comprend pas le fait nucléaire, si on ne mesure pas que le président de la République est chef des armées, si on ne comprend pas que le chef de l'État est aussi celui qui est seul à le pouvoir de décision du recours à la force de dissuasion nucléaire. Je vais commencer par le début. Ces armées, dont on a considéré après tout qu'elles ne servaient pas forcément à grand-chose depuis 40 ans, elles sont en réalité au cœur même du processus civilisationnel indo-européen. C'est Georges Dumézil qui écrit, quand il réfléchit sur l'idéologie tripartite des Indo-Européens, qui décrit la façon dont nos civilisations émergent, se construisent. Et il évoque bien sûr cette tripartition par spécialisation des rôles et des tâches au sein d'une société, tripartition entre ceux qui prient, ceux qui travaillent, qui produisent de la richesse, et ceux qui font la guerre. C'est cette tripartition d'organisation de trois ordres qu'on retrouve évidemment à l'âge médiéval. Oratores, laboratores, bellatores. Et il explique qu'en fait, c'est à partir du moment où chaque citoyen n'est plus obligé de mettre en œuvre la force pour se défendre lui-même et ses proches contre l'agression des autres hommes, c'est donc à partir du moment où il est en mesure de confier la mise en œuvre de cette force à un groupe particulier, qui va en avoir la responsabilité et la charge,
que déchargé de cette obligation, il va pouvoir se consacrer entièrement à la production de richesses, à la production d'art, à la production de sciences. Et Dumézil a cette formule saisissante: être civil, c'est être civilisé. C'est à partir du moment où je suis capable de distinguer un militaire d'un civil que j'entre dans la civilisation. Alors c'est quelque chose que nous avons complètement oublié et qui, parce que nous l'avons oublié d'ailleurs, nous a fait abandonner complètement toute réflexion sur le rapport d'une société à la violence et à la mise en œuvre de la force. Parce qu'encore une fois, nous considérions que nous en étions exonérés. Alors, évidemment, cette civilisation qui naît en ayant cette répartition en 3 ordres, elle confie donc à un groupe particulier ceux qui font la guerre, la mise en œuvre de la force. Et au début, on ne distingue pas la force qui est mise en œuvre à l'intérieur de la société et la force qui est mise en œuvre à l'extérieur de la société, à l'extérieur du groupe humain. Et dans ce processus de civilisation qui continue, on continue et on arrive à une forme d'élaboration et de sophistication supplémentaire qui est celle de l'état de droit, qui distingue en particulier 2 forces. Celle qui est soumise au droit et à la justice, qui est la force qui est là pour faire respecter l'ordre, qui est évidemment instauré par la loi et par le droit, et que les juges doivent permettre de sanctionner et de faire respecter, et donc des forces qui vont être soumises aux juges, soumises à la justice, soumises aux magistrats. Et puis des forces qui, elles, vont mettre en œuvre de manière délibérée la violence, mais non pas dans la société, à l'extérieur de la société. Et je vois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, cette distinction est trop souvent oubliée. Et que, donc, on ne comprend pas à quel point les forces de l'ordre, la gendarmerie et la police, sont profondément différentes des armées. Elles n'ont en réalité absolument rien à voir. Et la première raison de cette différence, c'est les conditions de mise en œuvre de la force. Les forces de l'ordre, parce que même dans un état de droit, et même dans un état, et surtout dans un état, dans une société dont les rapports sont régis par le droit, eh bien, la vie humaine reste le tabou le plus extrême, celui qu'on n'a pas le droit de transgresser. Rien n'est plus sacré que le respect de la vie humaine. Et donc, on va bien sûr avoir besoin que des forces sachent faire respecter l'ordre, mais jamais elles ne le feront au prix de la vie de l'autre, sauf dans une condition unique, qui est la légitime défense. Et donc les forces de l'ordre ont comme seule possibilité ou seul cadre de recours à la mise en œuvre de la force, la légitime défense, pour soi ou pour autrui. Ce qui est très différent de ce que font les armées, qui, elles, précisément, ont pour fonction la mise en œuvre délibérée de la force, jusqu'à tuer et à détruire, dans ce qu'il y a de plus extrême, et sans être le moins du monde lié par le principe de légitime défense. C'est pour ça que, évidemment, on organise des forces très différentes. Alors, elles sont différentes par les armes qu'elles détiennent. Vous avez besoin de donner un pistolet à un policier, vous n'avez pas besoin de lui donner un avion de chasse, un char d'assaut, un sous-marin nucléaire, que sais-je encore. Alors qu'aux armées, vous allez donner ce qui va permettre, au gré des confrontations possibles, potentielles et à venir, entre des États, vous allez donner les armes les plus puissantes, qui, encore une fois, serviront à la mise en œuvre délibérée de la force pour détruire l'ennemi, et pour détruire l'ennemi dans des circonstances où l'existence même de la nation est en jeu. Et donc, une armée, c'est fait pour défendre la nation en cas de menace existentielle. Ce qui n'est évidemment pas le cas de la police et de la gendarmerie. Si je dis ça, et ça me paraît important, c'est parce que aujourd'hui, ce sont des notions qui peuvent être oubliées par certains de nos concitoyens, qui ne savent pas distinguer ces 2 types de forces. Il m'est arrivé, quand j'étais chef d'état-major des armées, d'avoir à m'élever contre des signataires d'une tribune qui était parue dans Valeurs Actuelles et qui feignaient de confondre les 2 types de forces. Ce qui me paraissait extrêmement grave, au-delà de la politisation que ça entraînait, ou risque de politisation des armées, puisque ces gens-là s'exprimaient avec leur grade d'officier général, la confusion que ça peut entretenir dans l'esprit de nos concitoyens me paraît absolument dramatique. Même s'il devait y avoir demain le pire dans les banlieues, dans des zones qui se soulèvent dramatiquement, avec des zones de non-droit absolu et des émeutes comme on en a connu,
en réalité, il ne serait pas question d'y engager les armées. Il ne serait pas question d'y engager les armées. Ça ne servirait strictement à rien d'autre qu'à créer les conditions d'une guerre civile, ce qui est évidemment le plus grand malheur qui soit au monde. Alors ensuite, une fois qu'on a identifié que ces armées, c'est une institution qui est au cœur de la société, au cœur de la nation, parce qu'elle est cette institution qui va porter la force de la nation, et qui va la porter, encore une fois, pour sa mise en œuvre délibérée. Et qu'on ne pourra faire cette mise en œuvre et recourir à cette mise en œuvre délibérée qui conduit à la transgression du tabou le plus absolu qui soit, qui est le tabou de la vie humaine, eh bien évidemment, on ne peut l'employer que dans des circonstances où l'existence même de la nation est en jeu. Mais évidemment, cette armée, qui a cette fonction si singulière en cœur de la nation, on va l'organiser d'une façon particulière, en lui imposant un certain nombre de principes de fonctionnement, de règles, de principes d'organisation. La première règle d'une armée que doit respecter cette institution militaire, et c'est très, très essentiel, c'est la stricte subordination au pouvoir politique. Parce que vous mesurez bien qu'une armée, évidemment, puisqu'elle a la force de la nation, elle peut aussi mettre en danger le pouvoir politique légitime si jamais elle se retourne contre lui. Et donc, et d'ailleurs c'est une crainte fréquemment exprimée dans les grandes démocraties. Et il est très fréquent qu'on m'explique que de toute façon la France a une grande tradition d'aggiornamento, de coups d'État militaires, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, il y a très peu eu de coups d'État militaires en France. On pourrait y revenir, il y a eu un carteron de généraux qui a fait une tentative de putsch en Algérie, mais le reste du temps, l'arrivée au pouvoir de militaires, que ce soit MacMahon, premier président de la Troisième République, que ce soit Pétain au moment de Vichy, que ce soit De Gaulle après la guerre et en 1958, ne sont jamais arrivés au pouvoir de militaires par des coups d'État, absolument jamais. Et même Napoléon Bonaparte, il n'arrive pas réellement en place par un coup d'État militaire. Donc malgré tout, les grandes démocraties craignent cette autonomisation du pouvoir militaire vis-à-vis du pouvoir politique et le risque que représentent ces armées qui détiennent la force et qui peuvent donc s'imposer au pouvoir politique. Et ils le craignent d'autant plus que ces armées doivent avoir deux qualités essentielles dans la guerre. La première de ces qualités, c'est une très grande disponibilité. Et la deuxième de ces qualités, c'est une très grande autonomie. La disponibilité, parce qu'on ne sait pas quand la guerre va se déclencher. Et donc, une armée, ça doit, par définition, en permanence, être capable de faire face à une agression de nature existentielle qui, par définition, ne prévient pas, ou ne prévient pas avec suffisamment de délai. On pourrait y revenir, c'est un sujet absolument central, et en particulier, c'est un sujet essentiel aujourd'hui. Et donc cette armée, elle est en permanence où elle doit être dans un monde idéal, au maximum de ses capacités, au maximum de son fonctionnement, au maximum de sa réactivité. Une armée, par ailleurs, ça doit être autonome, parce qu'une armée, ça agit sur le champ de bataille, et donc ça agit dans le chaos, dans la situation de chaos la plus absolue, là où aucun service public ne fonctionne. Quand vous allez dans la guerre à Sarajevo, vous ne prenez pas votre téléphone pour appeler maman. Vous n'allez pas à la boulangerie du coin pour acheter votre pain. Il n'y a pas d'hôpitaux pour aller vous soigner. Et donc une armée, c'est un ensemble qui non seulement met en œuvre la force de manière délibérée, met en œuvre des armes qui sont les plus puissantes possibles, mais c'est aussi un ensemble qui, par la totalité des compétences qu'il possède, a une capacité d'autonomie unique au sein d'une société et au sein d'un État et d'une démocratie moderne. Et vous voyez d'ailleurs que cette autonomie-là rend ce pouvoir militaire dangereux aux yeux du pouvoir politique, qui peut estimer que précisément, comme elle est capable d'agir en se passant complètement de la dépendance ou en s'exonérant de la dépendance que tous les autres services publics ont les uns par rapport aux autres, cette armée peut être considérée comme dangereuse ou tentée par un coup d'État. Et pourtant, cette autonomie, elle est absolument indispensable. Et donc, attaché à ce principe de très grande réactivité et d'autonomie, il y a l'exigence de très grande discipline des armées et d'extrême subordination au pouvoir politique.
Alors, ça passe par un certain nombre de choses. Ça passe d'abord par un positionnement des chefs militaires singulier dans la nation vis-à-sis du politique. C'est la subordination directe du chef d'état-major des armées au président de la République, sans passer par une subordination au ministre, par exemple. Ce qui pose un problème en démocratie et en démocratie parlementaire comme la nôtre. C'est-à-dire que le chef de l'État commande directement au chef d'état-major des armées pour le déclenchement de la guerre, la conduite des opérations, le recours à la force nucléaire. Sur tous ces sujets-là, le ministre n'a rien à dire. Ça veut dire que si le ministre n'a rien à dire, le Parlement ne peut pas demander de compte aux armées. En tout cas pas sur l'emploi de la force. Et vous voyez bien la difficulté que ça représente. Ça veut dire que vous pouvez informer le ministre, vous devez l'informer, parce que s'il y a une commission d'enquête parlementaire, c'est lui qui va aller s'expliquer devant le Parlement. Mais en tout état de cause, le chef d'état-major des armées, dans ces domaines-là, n'obéit pas au ministre. Malgré tout, il faut garantir cette stricte subordination. Elle est importante, et elle passe aussi par une association étroite de la hiérarchie militaire et du commandement militaire à la préparation des décisions qu'il aura à mettre en œuvre. Parce que vous ne pouvez exiger de stricte subordination que si vous garantissez, non pas qu'il y ait des contre-pouvoirs, mais au contraire, vous allez associer très étroitement la hiérarchie militaire à la mise en œuvre de la force, ou en tout cas à sa préparation et aux ordres que vous allez élaborer. Et vous allez devoir le faire d'autant plus que ce métier n'est pas un métier commun. Ce métier, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est le métier de tuer. Quand je demande à un jeune officier ce qui fait la singularité de son métier de soldat, il explique que c'est le fait d'accepter de donner sa vie pour la patrie. Et ça n'est pas ça qui fait la particularité du métier de soldat. C'est d'accepter de tuer au nom de son pays, de manière délibérée, même s'il n'est pas en danger. C'est ça qui est absolument terrible. C'est ça qui fait qu'on développe dans les armées, au-delà des qualités de l'autonomie, de la très grande réactivité et disponibilité, de la stricte subordination, des exigences éthiques très fortes. Parce que vous ne pouvez pas demander à un soldat de tuer si vous n'êtes pas capable d'abord d'encadrer la façon dont il va tuer. Il y a des règles de droit international pour ça, il y a le droit de la guerre. Et si vous n'êtes pas capable de lui expliquer très précisément la raison pour laquelle vous allez lui demander de tuer. Et faire en sorte qu'en permanence, se rattachant à cette raison, qui doit être une cause supérieure, il sache, lui, respecter une éthique qui est une éthique proprement nationale. Si je dis que c'est une éthique proprement nationale, c'est parce que cette éthique et cette culture du recours à la force et à la violence, et à la mise en œuvre de la force et de la violence, peut être différente en fonction des nations et en fonction des cultures nationales. La France, par exemple, n'a pas du tout la même culture de mise en œuvre de la force et de la violence que les États-Unis. L'armée française, de ce point de vue, est assez unique dans les grandes démocraties, parce que c'est une armée qui a su conserver l'esprit de combat, le fighting spirit cher aux Britanniques, qui est prête à aller donner la mort, que beaucoup d'armées ne sont plus prêtes à faire aujourd'hui en Europe, mais qui le fait aussi en acceptant de s'exposer au risque et de s'exposer à la mort. Ce qui n'est pas tellement le cas des armées américaines. En tout cas, moins le cas des armées américaines, qui, elles, ont une relation à la violence qui est très, très propre à leur culture, qui est liée à l'histoire des États-Unis, qui est liée à une histoire qui est fondée dans la violence, qui est une histoire très directement rattachée à la guerre de sécession, qui est l'acte fondateur de la nation américaine. Et cette guerre de sécession, c'est une guerre d'éradication de l'autre. C'est une guerre d'une très très grande violence. C'est une guerre dans laquelle les colonnes de Sherman vont aller ravager les États du Sud en brûlant tout et en éradiquant la société des États du Sud des États-Unis. La France a une relation différente parce que, à la force, et c'est dans sa culture nationale et c'est porté par ses armées, parce qu'elle hérite des principes de la chevalerie. Et qu'en réalité, en acceptant d'offrir sa vie au moment où je donne la mort, j'essaye de rétablir une sorte de symétrie déontologique entre la mort que je vais donner et la vie que j'accepte d'offrir, qui est la mienne et celle de mes hommes. Ça, c'est très singulier et c'est très français,
Et ça participe de la culture nationale, même si la plupart de nos compatriotes l'ignorent complètement. Mais ça veut dire que quand nos armées sont engagées sur le théâtre d'opérations extérieures, elles ont un comportement qui est très différent de celle de beaucoup d'autres armées à travers le monde, qui est à la fois un comportement d'acceptation du combat et à la fois un comportement qui vise à maîtriser sa force et, si l'on doit tuer, à tuer le mieux possible, le moins possible. Alors je sais que ça peut choquer, mais en réalité c'est quand même ça qu'on demande à nos soldats. Et quand je vous disais que, évidemment, il faut que, pour ces raisons éthiques, le pouvoir politique s'assure d'une association du pouvoir militaire et de la hiérarchie militaire, l'élaboration des ordres qui vont être mis en œuvre, c'est bien parce que cette association se fait à tous les niveaux de la chaîne de commandement, jusqu'au caporal qui donne des ordres à ses 3 soldats. Parce que si vous n'avez pas réussi à convaincre vos soldats qu'il est légitime qu'ils aillent donner la mort, au prix de leur vie, eh bien ils ne le feront pas. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à tuer. Et vous voyez bien que cette exigence éthique, ces règles d'honneur, elles sont extrêmement importantes dans ces armées. Voilà, je ne veux pas vous embêter trop longtemps, mais cette singularité militaire, retenez cela, elle repose sur un certain nombre de choses, une très grande disponibilité, une très grande autonomie, une très stricte subordination politique et une éthique propre qui est très exigeante. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'en réalité, nous l'avons oublié, ça. Nous l'avons oublié parce que, au moment de la fin de la guerre froide, nous sommes rentrés dans l'illusion d'un monde en paix, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc nous avons considéré que ce qui faisait cette singularité militaire, qui par ailleurs était souvent considérée comme dangereuse dans les démocraties, il fallait essayer de l'effacer, de le banaliser. Bon, ce n'est pas un sujet nouveau. Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à la sociologie, vous avez sans doute entendu parler du grand sociologue américain qui s'appelle Maurice Janowitz, qui, dans les années 50, écrit un livre qui s'appelle The Professional Soldier et invente le terme de civilianisation. Et il explique qu'en fait, cette armée très singulière, qui dans l'État, dans la nation, représente une institution qui n'est comparable à aucune autre, qui fonctionne, et j'y reviendrai, selon des règles très différentes de toutes les autres, qui est considérée donc comme éventuellement pouvant représenter un danger, lorsqu'on pense qu'on est en paix, eh bien on va la banaliser, on va lui faire perdre les traits de cette singularité, qui par ailleurs a un coût. Et donc il invente ce terme de civilisation, et c'est exactement ce qui va se passer dans les armées françaises à partir de la fin de la guerre froide. Considérant que nous n'avons plus besoin de guerre, alors, il y a aussi autre chose dont on pourrait parler, mais que je vais évoquer rapidement. Au moment de la guerre froide, d'abord, c'est la nation qui est en armes. Ce n'est pas une armée professionnelle. Et d'ailleurs, ça renforce l'aspect profondément singulier de cette institution. C'est la nation qui est en armes. Parce que le service national fait que l'ensemble des soldats, l'ensemble des jeunes citoyens va à la guerre. Et que d'ailleurs, le fait que cette nation soit en armes est essentiel pour la crédibilité de la dissuasion nucléaire. Je sais que ça peut paraître un peu tordu, mais ça a été théorisé comme ça. La dissuasion nucléaire, c'est un système qui fonctionne sur le bluff, ou sur le fait que vous soyez absolument certain que votre ennemi va recourir, il n'hésitera pas à recourir à l'extrême de la force que représente la dissuasion nucléaire. Au moment où l'arme nucléaire est mise en œuvre et en service en France, au tout début des années 60, l'objectif fixé aux armées qui mettent en œuvre et qui vont mettre en œuvre cette arme nucléaire, c'est d'infliger à l'ennemi des pertes à ce point considérables que les avantages qu'il pourrait retirer d'une conquête de la France seraient annulés par les pertes que nous lui infligerions grâce à l'arme nucléaire. Et c'est toujours ça, le concept de dissuasion nucléaire. C'est pour ça d'ailleurs que ça pose le problème d'armes nucléaires tactiques, parce que vous voyez bien que c'est une arme stratégique. En fait, c'est une arme politique. Donc à l'époque, le général de Gaulle et les gens qui l'entourent ont un calcul simple. La France, c'est 45 millions d'habitants. Et donc, pour infliger des dégâts équivalents à la Russie, vous allez construire une arme qui fera 45 millions de morts chez vous. 45 millions de morts.
Je ne sais pas si vous mesurez ce que c'est. Parce qu'en plus, le général de Gaulle, il dit ça à des gens qui sont obéissants. Donc il dit ça à des ingénieurs de l'armement qui sortent de Polytechnique, à des Saint-Cyriens et des officiers de marine qui sortent de leurs écoles militaires, qui sont disciplinés. Donc ils construisent, ils bâtissent un système qui existe toujours aujourd'hui, qui est incroyablement sophistiqué, qui est capable de tuer 40 millions de personnes sur simple décision du président de la République. Immédiatement. Système qu'on continue à faire évoluer, d'ailleurs, on pourra y revenir si vous avez des questions. Mais le problème, c'est évidemment de rendre crédible ce recours à la dissuasion nucléaire. Parce qu'un ennemi pourrait spéculer sur le fait qu'en démocratie, le pouvoir politique n'aura jamais l'audace de recourir à cette arme nucléaire. Et donc, pour le rendre crédible, il faut que le prix du sang ait été payé. Et que le pouvoir soviétique pense qu'effectivement, un président de la République française, une grande démocratie comme la France, se sentira légitime pour recourir à ce cataclysme absolu qui est de donner la mort à 40 millions de personnes. Et à l'époque, on est engagé dans l'OTAN et on a une phase qui précède le recours au nucléaire, qui est une phase de combat classique. Combat classique au cours duquel on doit gagner le plus possible de jours en reculant devant le pacte de Varsovie, jusqu'à arriver au Rhin. Et à l'époque, ce qu'on dit à l'armée de terre française, qui est l'armée qui emploie les contingents de soldats, d'appeler du contingent. On lui dit, il faut que vous gagniez les 10 à 5 jours qui permettront les ultimes négociations avec le pacte de Varsovie. Le rappel de cette menace, du recours à l'arme nucléaire, le rappel d'ailleurs du recours d'ailleurs à ce qu'on appelle l'arme pré-stratégique, une frappe avant la frappe définitive. Et donc, il faut que vous gagniez les quelques jours qui permettront de faire ça. Et l'armée française, l'armée de terre, y croit. La réalité n'est pas du tout celle-là. Il faut que nous ayons suffisamment de gens tués pendant cette période de 5 à 6 jours pour que la perspective que tant de jeunes gens et de jeunes Français aient été tués rende crédible le recours par le chef politique d'une grande démocratie au cataclysme nucléaire le plus absolu. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on donne donc à l'armée, en particulier l'armée de terre, une sorte de vocation sacrificielle. Il faut que vous fassiez tuer suffisamment de gens pour qu'effectivement, on pense que le prix du sang ayant été payé justifiera pleinement le recours au nucléaire. La guerre froide arrive, se termine, et là, hop, tout ça n'existe plus. On n'a plus besoin d'abord, puisqu'on n'a plus d'ennemis en face de nous, de recourir à la dissuasion nucléaire. Le pacte de Varsovie explose. Et en revanche, on a encore besoin, pour des gestions de crise lointaines, qui ne sont pas des guerres, d'avoir un outil militaire. Et donc, on va détruire cette armée, on va mettre fin ou suspendre la conscription, et on va construire un outil militaire professionnel. Cet outil militaire, il est engagé dans des crises qui sont d'une importance politique moyenne, ou qui sont d'une importance politique mal perçue par la société française, qui très vite va s'en désintéresser. Et en réalité, c'est le politique qui décide d'engager en fonction de l'appréciation qu'il a de la gravité d'une crise, plus ou moins de militaires et plus ou moins de moyens militaires dans la gestion de ces crises. Donc vous voyez qu'on a une armée qui n'a plus du tout cette vocation existentielle. C'est en cela d'ailleurs qu'on pense pouvoir en faire un outil militaire. Et on l'appelle comme ça, on dit c'est plus l'armée, c'est l'outil militaire de gestion de crise à disposition de la politique étrangère de la France. C'est une transformation absolument radicale. Et cette transformation radicale va s'accompagner de l'abandon des principes absolument nécessaires à l'efficacité de la mise en œuvre de la force de manière délibérée face à une menace de nature existentielle. Donc on va lui faire perdre sa réactivité. Puisqu'on n'a plus besoin d'être capable d'engager des centaines de milliers d'hommes immédiatement dès que la guerre est déclarée. Puisque, au contraire, c'est le pouvoir politique qui, en fonction de l'estimation qu'il a de la gravité de la crise, de la perception qu'on a de sa propre opinion publique, va décider d'envoyer un signal plus ou moins important à sa propre opinion publique et par ailleurs à la communauté internationale. Ça veut dire que nos opérations seront limitées en moyens, et qu'on pourra prendre du temps pour les déclencher.
et prendre de temps, parce que par ailleurs, comme jamais ces crises ne seront identiques, on va à chaque fois configurer un outil militaire qui sera ad hoc et qui sera parfaitement adapté à un ennemi et à une situation qui vont toujours changer. Et donc on introduit dans l'armée française, dans l'armée de terre en particulier, ce qu'on appelle le principe de modularité. Avant, il y avait des grandes divisions, des grands corps d'armée qui étaient prêts à s'engager tous moyens réunis. D'ailleurs, ils étaient tous dans l'est de la France, pour l'essentiel. Ils avaient tous leur zone de déploiement. Ils avaient tous leur stock de munitions, leur plan de montée en charge. Ils savaient parfaitement quelle place ils allaient prendre sur le front, dans le cadre de l'Alliance Atlantique. Là, on fait un truc à chaque fois sur mesure. Donc on casse ces grandes unités militaires. Et on crée un principe de modularité qui fait qu'on sépare les états-majors des unités qu'ils commandent. On a des états-majors qui flottent dans l'air, dont le seul métier c'est de faire de la planification opérationnelle, qui savent commander une opération, qui savent la concevoir, mais qui n'ont pas sous leurs ordres des unités constituées. Et puis on a à côté de ça des régiments qui s'entraînent dans leur coin, et quand on a besoin d'engager une force, on dit on va prendre tel état-major là, on va prendre un bout de régiment là, un bout de régiment là, un régiment complet là, et on va bâtir une force ad hoc, et on réunit les gens à ce moment-là. Ça veut dire, et c'est grave, que, évidemment, cette modularité qui est poussée à l'extrême, elle rompt le lien absolument essentiel entre le commandement opérationnel et le soutien des forces, et le commandement administratif, et la vie quotidienne des gens. Rupture qui avait été faite, d'ailleurs, historiquement, sous le Second Empire. Parce que le Second Empire, c'est la même chose, en fait. Le Second Empire, c'est une période de guerre d'expédition et de corps expéditionnaires que l'on constitue à chaque fois. Et on ne peut expliquer la défaite de 1870 qu'à cause de cela. Il y a le rapport très célèbre, pour ceux qui s'intéressent à ces questions, qui doit dater de 1776 ou 78, je ne sais plus. Le rapport d'un parlementaire qui s'appelle Bouchard. Le rapport Bouchard qui montre que si les armées françaises ont été battues par la Prusse en 1870, c'est parce que tous les gens qui étaient responsables de l'administration des forces, de leur soutien logistique, étaient en dehors de l'autorité de l'échelon opérationnel. Ce qui permettait de dire l'armée est prête jusqu'au dernier bouton de guêtre, quand en réalité les chefs opérationnels n'avaient aucune vision sur cela. Donc on reconduit ce système-là dans une armée modularisée entre guillemets. Comme on a peu de moyens, parce que dans le même temps on fait des économies absolument considérables sur les budgets de la défense, je pense qu'on passe de 4 à 5% à l'époque de Giscard d'Estaing à 1,2%, 1,3%, allez, 1,4% du PIB maximum à l'époque du président Sarkozy. Et aujourd'hui, on n'est pas très haut non plus dans les capacités de défense qui sont les nôtres. On va réduire les stocks de matériel. Et donc, un régiment qui n'est plus censé s'engager tous moyens réunis dans la guerre, puisque de toute façon, il n'appartient plus à une division, qui elle-même n'appartient plus à un corps d'armée, puisque tout ça sont des états-majors qu'on va regrouper ou sous lesquels on va mettre quelques unités en place. Un régiment n'a plus besoin de la totalité de son équipement. Et donc, on lui laisse ce qu'on appelle des parcs d'entraînement, pour qu'il puisse, avec le tiers de ses matériels ordinaires, s'entraîner avec des chars et des engins blindés, et le reste, on le stocke. Et puis, rapidement, on le détruit, parce que quand c'est stocké, c'est pas entretenu. Donc on perd à la fois l'autonomie, parce qu'on a séparé les moyens de l'administration et du soutien, en créant par ailleurs des bases de défense dans lesquelles le chef militaire opérationnel n'a plus la main ni sur l'alimentation, ni sur la nourriture, ni sur les soins qu'il donne à ses soldats. Ce principe d'autonomie n'est reconstitué que lorsque le corps expéditionnaire est engagé dans une opération de crise. Mais le reste du temps, il n'existe pas. Et on va très très loin dans cette déconstruction de l'institution militaire avec les éléments de singularité que j'ai évoqués tout à l'heure. On va très très loin jusque dans le statut qu'on va revoir. Parce que cette singularité dont je vous parle, qui fait de l'institution militaire quelque chose d'absolument unique et fonctionnant de façon très différente des autres institutions,
Ça s'appuie sur un règlement de discipline générale, ça s'appuie sur un statut militaire qui est unique et qui n'est comparable à aucun autre statut de la fonction publique ou du personnel de la nation. Ce statut militaire qui, par exemple, puisqu'on exige l'extrême discipline des subordonnés, ce statut militaire qui interdit les syndicats, qui interdit la grève, qui impose un devoir de réserve extrêmement strict. Et donc, dans cette civilisation qui continue, d'ailleurs on retire à l'autorité militaire la main sur son infrastructure, par exemple. Les budgets d'infrastructure sont pris en compte dans un secrétariat général pour l'administration et les armées n'ont plus la main sur leur infrastructure. C'est quand même embêtant parce que, en réalité, on peut demander à un chef opérationnel de fixer ses priorités, parce qu'on est toujours dans un système de gestion de la misère, et lui saura fixer ses priorités en fonction des besoins opérationnels. Quand je suis arrivé comme chef d'état-major des armées, il y avait eu de tels sous-investissements à l'île Longue qu'on était au stade où on ne pouvait plus charger les missiles balistiques sur les sous-marins. Parce qu'on n'avait pas changé les grues au bon moment, parce qu'on n'avait pas revu les bassins de radeau, etc., etc. Parce que la gestion des crédits d'infrastructure, qui à l'époque représentait 1,5 milliard d'euros par an, n'était plus faite par les armées, qui n'avaient plus leur mot à dire dans l'établissement de priorités qui auraient été de nature opérationnelle. Et donc on a été très loin, puisque lorsque je suis arrivé comme chef d'état-major des armées également, la question c'était la transcription au droit français de la directive de travail de l'Union européenne et son application aux armées, qui est absolument contraire à la singularité militaire, puisqu'elle prévoit des temps de récupération, des machins, trucs. Elle est à l'opposé de la disponibilité qui est au cœur des armées et qui était contenue dans le statut. On a par ailleurs, dans le fonctionnement de ces armées, essayé de casser le principe pyramidal, qui lui aussi est essentiel dans le commandement à la guerre. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas d'organisation pyramidale de l'ordre hiérarchique, vous n'avez pas de possibilité de donner de l'initiative aux subordonnés. Un mode pyramidal, c'est un mode dans lequel, à chaque échelon de la pyramide, vous recréez toutes les conditions d'une autonomie, qui est importante, puisque ça veut dire que chacun de ces échelons, jusqu'au plus petit niveau, va pouvoir avoir sa marge d'initiative face à un ennemi qui, comme dans toute guerre, forcément, à sa propre volonté, ne va pas obéir à la spéculation que vous avez faite de son emploi et va essayer de vous surprendre en permanence. Et donc, quelle que soit la qualité des planifications qu'on fait, ce qui peut garantir le succès ou ne pas l'interdire, c'est qu'aux échelons les plus bas, on garantisse une réactivité, une marge d'autonomie, une marge d'initiative. Ça n'est permis que si, à chacun des échelons de cet ensemble pyramidal, je recrée les conditions de l'autonomie. L'autonomie en vivres, l'autonomie en carburant, l'autonomie en munitions, l'autonomie en capacité de réparer ses véhicules, l'autonomie en soins, etc. Comme, évidemment, ce n'est pas très économique, et qu'on était dans le stade où on allait reconstituer la singularité des armées que au moment où le corps expéditionnaire serait constitué dans une opération, eh bien on a supprimé tout ça. Et on a créé des grandes chaînes spécialisées. Donc il y a une chaîne des essences, il y a une chaîne de santé, il y a une chaîne de l'infrastructure, il y a une chaîne de... Et les différents échelons de commandement étaient privés de toute autorité sur ces éléments-là, qui s'autonomisaient chacun dans leur coin. Donc une très belle organisation en tuyau d'orgue qui contrevenait pleinement au fonctionnement des armées. En clair, au-delà des moyens et de l'absence de moyens ou de la privation de moyens pour les armées, on a parfaitement déconstruit l'outil militaire français. On a, construit un outil militaire, mais on a déconstruit l'armée. En perdant, encore une fois, tous les éléments de sa singularité. Alors on l'a fait pour deux raisons. On l'a fait pour des raisons d'économie, pour trois raisons. On l'a fait parce qu'on pensait qu'on n'aurait plus jamais besoin d'armée, puisqu'on n'aurait plus jamais besoin de mener un combat de nature existentielle. On l'a fait aussi sans doute pour des raisons de nature idéologique ou politique. Encore une fois, parce que l'armée, ça peut être dangereux. Parce que l'armée qui possède ces conditions d'action autonome, de très grande disponibilité et réactivité, de système très hiérarchisé et très pyramidal, ça peut être un danger dans l'État. Ça, c'est une réflexion ancienne. Je recommande à tous les gens que je rencontre de lire ce livre, cet essai qui a dû paraître en 2015
de Nicolas Rousselier qui s'appelle « La force de gouverner ». C'est paru chez Gallimard, c'est magnifique. Qui montre les débuts de la Troisième République et qui explique quelles sont les réflexions partagées à gauche, à la fin du Second Empire, au début de la Troisième République, entre ceux qui vont bâtir cette Troisième République. Et à l'époque, vous avez un débat qui doit toujours exister d'ailleurs, entre est-ce que je donne plus de pouvoir à l'exécutif ou est-ce que je donne plus de pouvoir au législatif. Et donc, pour toute la gauche française, l'idéal, c'est le gouvernement par la nation assemblée, c'est-à-dire le gouvernement direct par le Parlement. Sauf qu'évidemment, les gens mesurent bien que dans une nation qui est devenue une nation complexe, et dans laquelle l'État a un rôle important, on ne peut pas se dispenser d'une administration. Et donc on va donner le pouvoir aux politiques, exécutifs, sur cette administration. Parce qu'on n'a pas le choix de faire autrement et qu'il faut absolument que cet exécutif ait à sa main une administration qui ne peut pas être à la main de la nation assemblée. Mais cette concession qui a dû être faite embête beaucoup les républicains, qui considèrent donc que, comme il ne faut pas renforcer l'exécutif au-delà d'un certain point, sinon il ferait concurrence au pouvoir parlementaire, on ne lui donnera pas la main sur le pouvoir militaire. Et donc, au tout début de la Troisième République, on crée les conditions d'une autonomie politique de l'armée au sein de la nation, avec sa propre justice, avec une indépendance très très forte. Et on ne peut pas comprendre l'affaire Dreyfus si on ne comprend pas cette espèce d'autonomie de l'armée au sein de la nation, qui en fait n'obéit que très relativement au pouvoir politique. Voilà, toujours est-il qu'on a détruit cette armée, pour des raisons idéologiques aussi. Et donc moi, quand je suis arrivé dans mes fonctions de SEMA, j'avais une conscience très nette de cela, et une conscience très nette de ce que ça représentait comme danger. Parce qu'avant même de restaurer les conditions d'équipement, de matériel, de stock de munitions, il n'y a plus de stock de munitions non plus. Ça ne sert à rien. Vous n'allez plus faire de guerre existentielle, donc vous allez reconstituer ce qu'il faut quand vous allez engager un corps expéditionnaire qui sera au maximum de 10 000 hommes, grand maximum, à rapporter aux millions d'hommes qu'on était prêt à engager dans une guerre existentielle. Et donc, avant même de faire tout cela, de reconstituer cette logique de stock, etc., il fallait réaffirmer les principes de la singularité militaire. Donc, dire la directive du temps de travail sur le temps de travail de l'Union européenne ne s'appliquera pas aux armées, ça fait un scandale à l'époque. 2, dire, écoutez, on va redonner des crédits d'infrastructure aux armées, on va réaffirmer l'autorité du chef d'état-major des armées sur le service de santé, sur le service du commissariat qui est en charge de l'administration et du soutien, sur le service des essences. On va réaffirmer d'ailleurs l'autorité du chef d'état-major des armées sur les différentes armées. Et tout ça, ça a été assez dur à faire, assez long. Alors j'ai pu le faire parce que j'avais le soutien plein et entier du président de la République qui avait compris cette déviation dans la carrière militaire. Je pense qu'aujourd'hui, on a rétabli un certain nombre de ces principes qui sont essentiels. En revanche, on n'a pas du tout reconstitué le reste. Donc si on a aujourd'hui recréé, à partir de cet outil militaire, une armée qui, en tout cas, peut fonctionner selon les principes d'une armée, on n'a absolument pas reconstitué les moyens en équipement, en matériel, en stock de munitions, qui sont absolument nécessaires pour faire face à ce je ne sais quoi qui nous attend demain. Parce que pendant que nous continuions, nous, à nous enfermer dans cette illusion d'une guerre définitivement obsolète et absolument délégitimée, nous avions autour de nous des gens qui considéraient, eux, que précisément parce que nous renoncions à cette guerre, précisément parce que nous nous défaisions des moyens de la conduire, ils allaient, eux, qui étaient dominés sur tous les autres plans, qui n'avaient pas de pudeur de gazelle à recourir à la guerre, qui considéraient que le recours à la force et à l'usage délibéré de la force était quelque chose de parfaitement normal, ils allaient dans ce champ-là nous fragiliser. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette situation-là, d'une France au cœur d'une Union européenne très désarmée, face à un certain nombre de puissances, la Russie au premier titre, mais ce n'est pas la seule, qui, elles, se sont armées, qui, elles, recourront à la guerre, qui, elles, ont une société entièrement organisée autour du recours à la guerre, qui, par ailleurs, ne sont pas des démocraties. Voilà, donc je pense qu'il est important que vous mesuriez tout cela et que vous en parliez autour de vous.
il nous reste beaucoup à faire pour reconstruire une armée dont a besoin une nation absolument, impérativement. Voilà ce que je voulais vous dire un peu rapidement, parce qu'on pourrait en parler très longuement et de façon beaucoup plus détaillée, sur cette singularité militaire, pour vous faire mesurer à quel point elle est puissante, à quel point elle est indispensable pour une nation qui veut conserver la capacité de se battre, qu'elle est indispensable quand une nation continue à considérer qu'il y a des raisons légitimes de recourir à la mise en œuvre délibérée de la force. Et que par ailleurs, cette singularité militaire, elle doit être comprise, entretenue, et qu'elle doit, dans bien des domaines, inspirer la nation, parce qu'elle participe de la culture nationale. Et la France est une grande nation militaire, historiquement, une très grande nation militaire. Et aujourd'hui encore, l'observation de cette singularité doit inspirer la nation. Le simple fait que tout le monde comprenne bien que le rôle d'un soldat, qui est un soldat de France, qui n'est pas un soldat pour lui, qui est un de vos soldats, un de nos soldats, quand il va au combat, il va donner la mort, il le donne en notre nom, en votre nom. Il va risquer sa vie, c'est vrai, mais il va donner la mort. Il engage votre responsabilité. Chacun de vous a sa responsabilité, engagée dans la mort d'un homme tué par un soldat français, ou dans les bombes que les avions français larguent sur tel ou tel objectif. Et vous ne pouvez pas vous exonérer de cette responsabilité. Et donc la réflexion que vous avez sur cette responsabilité qui nous est partagée doit aussi vous faire réfléchir sur ce que peut être la France, qu'elle doit être, quels sont les combats qui doivent être menés. Voilà ce que je voulais vous dire. J'observe au passage, et puis je terminerai là-dessus, que je vous ai parlé des États-Unis tout à l'heure. Les États-Unis n'ont jamais renoncé à la force, n'ont jamais renoncé au recours délibéré à la force. Jamais. C'était très étonnant. C'est-à-dire que cette espèce de ramollissement, encore une fois, de mélange entre arrogance et naïveté, de façon de considérer que tout ça, c'était définitivement obsolète et barbare, nous sommes les seuls à l'avoir pensé. Et dans le camp occidental, la grande démocratie qui est la démocratie américaine n'y a jamais songé. Au contraire, elle a utilisé cette façon qu'avaient les Européens de se voir et de se voir supérieurs aux autres comme un moyen de nous vassaliser complètement. Parce que les Américains n'ont jamais imaginé que nous n'aurions pas un jour, d'une façon ou d'une autre, à recourir à l'emploi de la force de manière délibérée. Voilà. On a du temps. Je peux discuter avec vous, répondre à vos questions.